Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, la mort du plus grand écrivain américain Philip Roth, 85 ans, crise cardiaque. Il laisse une série de romans majeurs, Portnoy, Némésis, La Tâche. Xavier Yvon en ligne des États-Unis dans un instant et un extrait d'une de ses plus récentes interviews. Philip Roth. SNCF, la réforme arrive au Sénat tandis que les syndicats de cheminots s'apprêtent à révéler le vote des salariés. Le gouvernement est-il prêt à de nouvelles concessions? La garantie de non-privatisation de la SNCF sera-t-elle dans la nouvelle version de la loi? La ministre des Transports Elisabeth Borne sera notre invitée à 8h15. Parcoursup, le système est-il vraiment au point? Beaucoup de lycéens en attendent d'une réponse à leurs vœux encore ce matin. Dans ce journal, un projet pour simplifier les créations d'entreprises avec un guichet unique, nous dira Nicolas Barré. Les projets de Marion Maréchal Le Pen, la création d'une école de sciences politiques à Lyon. Ce sera l'enquête de 8h avec Virginie Riva. Et le football, la réclamation du Havre rejetée. Ajaccio jouera bien le barrage contre Toulouse ce soir, mais à Montpellier et à huis clos. Il n'aura jamais ce prix Nobel qu'on lui avait souvent promis, mais Philip Roth, dont on a appris la mort il y a un peu plus de 2 heures, restera un géant de la littérature, sûrement l'un des plus grands écrivains du monde, verve loufoque, personnage inoubliable, souvent obsédé par le sexe ou leur propre turbitude. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, où Roth était considéré comme un monument. Oui, c'était tout simplement la voix de sa génération, comme le titre le Washington Post. Les hommages sont unanimes ici à la une des médias. Avec son œuvre prolifique, Philip Roth aura tendu un miroir satirique à la société américaine tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. Né dans le New Jersey, Philip Roth avait commencé par des nouvelles à la fin des années 50, mais la célébrité viendra en 1969 avec son roman comique Portnoy et son complexe, le monologue d'un jeune avocat juif étouffé par sa mère et obsédé par le sexe. Un best-seller très controversé à l'époque qui contenait déjà les thèmes de prédilection de Philip Roth, la famille juive donc, comme la sienne, le sexe et le désir, mais aussi les valeurs américaines et la trahison de ces valeurs, comme l'écrit le New Yorker, un thème que l'on retrouve par exemple dans Le complot contre l'Amérique, une uchronie où Philip Roth imagine les États-Unis glissant doucement vers le fascisme avec l'aviateur Charles Lindbergh, élu président populiste grâce à son slogan « America First », l'Amérique d'abord, tiens, le même qu'un certain Donald Trump. Interrogé sur cette ressemblance, Philip Roth avait répondu « Lindbergh, lui au moins, a eu le courage de traverser l'Atlantique. Trump, lui, je cite, est un charlatan qui rend possible tout et n'importe quoi, y compris une catastrophe nucléaire. » Xavier Yvon à New York pour Europe 1. Philip Roth avait cessé d'écrire en 2012 pour ne pas faire le livre de trop, disait-il. Il avait donné sa dernière interview télévisée à François Bunel sur France 5 il y a 3 ans et il y parlait, il évoquait son quartier d'enfance près de New York. C'était un quartier juif, un nouveau quartier appelé Wick-Wick. La seule langue que nous entendions parler, c'était l'anglais. On n'entendait pas parler l'hébreu ou le yiddish. Je ne veux pas dire que nous n'étions pas conscients d'être juifs. Nous l'étions, mais de façon plutôt laïque et disons à l'américaine. Il ne faisait aucun doute pour nous que nous étions américains. Je n'ai jamais entendu personne me contester cela. Philip Roth, mort à 85 ans et dont les œuvres traduites en français ont rejoint la prestigieuse collection de la Pléiade il y a quelques mois seulement. Europe 1, il est 8h03. 90%, voire plus. Gare Montparnasse, on peut déjà vous révéler le résultat ce matin, c'est 95% de non à la réforme ferroviaire. Martin Fenot pour Europe 1 a assisté au dépouillement hier soir par les syndicalistes. Des boîtes en carton rouge entourées de scotch font office d'urne. Elles sont ouvertes au cutter pour le dépouillement. 4 personnes par table, plus une 5e pour superviser un peu et voir un peu les choses. Dans un premier temps, on va compter les émargements. 1530 salariés ont voté sous un préau de la gare. Contre. Jean Calvary de la CGT organise le comptage. C'est par respect pour la voix des cheminots. On leur a donné la parole. On veut que ça soit tenu le plus correctement. D'ailleurs, on a eu beaucoup de cheminots qui nous disaient qu'ils comptaient vraiment là-dessus pour que leur parole soit prise en compte. 20% des votants se sont déclarés cadres de la SNCF, constate Yvan Guette. Le vote étant déclaré illégitime par Guillaume Pépi, c'est sûr que les cadres, ils ont dû peut-être avoir un peu de pression pour ne pas les voter. Et ceci étant, il y en a, y compris, qui sont venus voter. L'enjeu, ajoute un autre syndicaliste, ce sera le taux de participation nationale. La participation la plus haute possible donnera le plus fort crédit possible à ce vote action, parce que ça montre que les cheminots se saisissent du sujet et ils sont, je pense, contre cette réforme et nous allons le prouver par ce vote. Dans ce bureau, par exemple, 95% des salariés ont voté contre la réforme.
Martin Fenot. Les résultats complets au niveau national seront dévoilés dans la matinée, tandis que la SNCF connaît son 11e épisode de grève. Comptez 3 TGV sur 5 et 1 TER ou Transilien sur 2. L'examen de la réforme par le Sénat permettra-t-il une sortie de conflit? La ministre Elisabeth Borne sera avec nous juste après le journal. Le taux de chômage repart à la hausse au premier trimestre. On l'apprend ce matin, plus 0,2 selon les chiffres de l'INSEE publiés ce matin, soit un taux de 9,2% sur toute la France. Des listes d'attente qui n'en finissent pas, ce sont les premiers verdicts de Parcoursup qui laissent des centaines de milliers de lycéens déçus ou inquiets, au point de se demander, Virginie Salmen, vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1, si le système est bien au point. Alors la déception, elle est inévitable pour certains dans les premiers temps. Ça, c'est le principe même de Parcoursup. Cette année, l'élève doit faire une action, un choix à chaque proposition. C'est moins immédiat. Ce qui a ajouté au stress logique des élèves, c'est la surcharge de la plateforme. Hier à 18h, des sites supplémentaires ont dû être ouverts pour pouvoir assurer toutes les connexions. Ça a duré 20 minutes selon le ministère. Et ça veut dire donc que la moitié, hier soir, 1 million de propositions d'admission ont été envoyées. Ça veut dire que la moitié des élèves inscrits ont reçu au moins une réponse positive. Certains, plusieurs, et forcément, ça va libérer des places, explique le monsieur Parcoursup du ministère, Jérôme Teillard. Alors effectivement, certains sont en attente, mais c'est une position transitoire, puisque tous ceux qui ont eu une proposition vont se prononcer. Certains vont accepter, d'autres vont renoncer. Beaucoup de candidats vont recevoir des propositions dans les prochains jours. On les a invités à télécharger l'application Parcoursup qui leur enverra des alertes. Je crois que c'est le principe, être à l'écoute pour recevoir des propositions dans les prochains jours. Alors il y a eu des oui mais aussi des non évidemment. Les listes d'attente sont en train de se résorber dès ce matin puisque de nouvelles propositions viennent tout juste d'être envoyées avant les cours. Bon, on va suivre ça avec vous, Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1. Les banlieues laissées en plan, c'est le sentiment général après le long discours d'Emmanuel Macron hier à l'Elysée. Beaucoup de phrases, peu de promesses et un appel aux grandes entreprises qui fait dire à Michel-Édouard Leclerc que dans les quartiers défavorisés, c'est d'abord l'État et les services publics qu'on attend. Vous avez peut-être entendu le patron des centres Leclerc dans le journal de 7h30. D'autres réactions à suivre aussi dans la revue de presse à 8h30 avec Marion Lagardère. Sinon, dans les projets du gouvernement, un coup de balai pour simplifier la vie des entreprises et favoriser les PME, Nicolas Barré. C'est ce que l'on découvre en effet dans la loi Pacte, préparée par Bercy. Pacte voulant dire plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Le texte vient d'être transmis au Conseil d'État, mais je peux déjà vous dire qu'il commence par une mesure phare, c'est l'article 1er de la loi, la création d'un guichet unique pour la création d'entreprises, parce que entre les chambres de commerce, les chambres des métiers, les tribunaux de commerce ou les URSSAF, ça n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et de la même manière, toutes les informations légales seront désormais centralisées dans un seul fichier pour éviter de multiplier les démarches parfois redondantes. Et puis enfin, il sera aussi beaucoup plus facile de déclarer une cessation d'activité, car ça aussi c'est parfois un parcours du combattant. Ce projet de loi pourtant ne fait pas que des heureux. Alors il fait des heureux et des malheureux. Les heureux, ce sont les patrons de petites entreprises, car le seuil à partir duquel ils devront faire appel à un commissaire aux comptes va être relevé et mine de rien, c'est une dépense moyenne de 5 500 € pour ces petites entreprises qui va donc être supprimée. Il y en a pour plusieurs centaines de millions d'euros à l'échelle du pays, mais évidemment, ça fait ça de moins pour les commissaires aux comptes qui sont très en colère. Ils ont manifesté il y a quelques jours, ils estiment qu'ils vont perdre jusqu'à 10 000 emplois. Moins de formalités, vous le voyez, ça ne fait pas toujours que des heureux. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, merci. Mais quelle est donc cette école que veut créer Marion Maréchal, qui ne veut plus qu'on l'appelle Le Pen? La petite fille du fondateur du FN a donc dévoilé le nom et le contenu de cet institut qu'elle va ouvrir en septembre à Lyon et dont elle prendra la direction. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Virginie Riva. Bonjour. Ce sera donc l'ICEP, l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques. 2 ans d'études, 5 500 € par an. Ça, c'est pour les futurs élèves. Mais pour sa conceptrice, quel est l'objectif? C'est de rassembler dans un cadre bien plus large que le simple parti fondé par son grand-père. Son école, c'est pour toutes les droites et notamment le courant identitaire d'un côté, les conservateurs de l'autre, tendance catholique traditionnaliste réveillée par la manif pour tous. En fait, elle fait le constat qu'il y a toujours un cordon sanitaire autour du FN, que ce parti reste isolé, malgré la stratégie de dédiabolisation initiée par Marine Le Pen, malgré ses tentatives d'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan dans l'entre-deux-tours, aujourd'hui avec un Thierry Mariani par exemple. Sa nièce Marion Maréchal Le Pen veut donc se battre sur le terrain culturel, celui des idées, avant de livrer toute bataille politique, comme l'explique le politologue Jean-Yves Camus.
Il s'agit vraiment de préparer un projet d'alternance idéologique. Elle est persuadée que nous sommes sur les décombres de l'idéologie post-68 heures, sans quoi elle n'a pas totalement tort. Et elle a pris aussi acte du fait de l'impréparation du Front National. Dans la campagne présidentielle, notamment, celle de 2017, où visiblement les cartouches intellectuelles manquaient pour aborder non seulement le débat de l'entre-deux tours, on en a beaucoup parlé, mais la contradiction en général qu'il était nécessaire de porter pour le Front National, tant à la droite libérale qu'à la gauche social-démocrate. Le politologue Jean-Yves Camus, alors on l'a dit, 5 500 € de frais de scolarité par an, est-ce que ça n'est pas aussi une aventure tout simplement économique ? Si ces diplômes ont beau ne pas être reconnus par l'État, elle a bien fait une étude de marché, elle est allée chercher des fonds aux États-Unis, elle a recruté des profs à l'international, elle prend exemple sur le succès d'une autre école privée de formation théorique et pratique de toutes les droites, l'Institut de formation politique fondé en 2004 et dont elle a suivi une session. L'école a reçu 500 candidatures cette année. Mais pour l'instant, aucune garantie que ça puisse un jour se traduire sur le plan électoral. Où en est-elle d'ailleurs, Marion Maréchal Le Pen, de ce point de vue-là ? Elle entretient savamment le mystère, mais pour beaucoup, à droite, chez LR comme au FN, elle incarne un recours pour les déçus à la fois de Laurent Wauquiez et de Marine Le Pen. Jean-Yves Le Gallou, ancien député européen, était à la dernière réunion de lancement de son école. Je ne sais pas du tout quelles sont ses intentions, ni si elle-même le sait d'ailleurs, mais je crois que dans l'esprit de beaucoup de gens, elle est un petit peu dans la situation du général de Gaulle en 1956. C'est-à-dire qu'elle est en réserve en quelque sorte de la République, en réserve de la France, en réserve de la civilisation européenne. En réserve de la civilisation européenne, effectivement, rien que ça. En tout cas, si son école réussit, ça permettra à Marion Maréchal de miser sur l'union des droites, de détecter les leaders de demain. Gilbert Collard, resté proche d'elle, résume ainsi: soit c'est vraiment une école privée, soit c'est un vivier. Virginie Riva pour l'enquête du 8h. Merci beaucoup Virginie. En Italie, le président Mattarella fait une pause. Il prolonge les consultations avant de recevoir et éventuellement de désigner le professeur Giuseppe Conte comme Premier ministre dont on découvre qu'il a légèrement gonflé son CV présenté hier. Le football, pas de remise en cause du match gagné par Ajaccio malgré les incidents de dimanche face au Havre, mais la Ligue de football impose au club corse de jouer son barrage aller contre Toulouse sur terrain neutre et à huis clos. Ce sera donc ce soir à Montpellier. En Corse, les supporters et les dirigeants crient au complot. Victor Delande. Devant leur stade, les plus fervents supporters, scotchés à leur smartphone, ont rapidement communiqué la nouvelle à tous leurs amis. Ils sont dégoûtés et dénoncent un 2 poids 2 mesures contre les clubs corses, à l'image de Campa, membre du COP, Lorsi Ribelli. Il y a eu une pierre qui a étoilé le pare-brise et on en fait une montagne, alors qu'il y a eu cette année des dizaines de caillassages de cars et il n'y a eu aucune sanction exemplaire. Et à l'heure actuelle, on sent vraiment une très très grosse injustice nous visant. Le président du club d'Ajaccio, Léon Luciani, accuse le pouvoir politique d'ingérence. Selon lui, les ministres auraient intimé l'ordre à la Ligue de prendre de lourdes sanctions. Il reproche aussi aux instances du foot français de ne pas laisser son équipe jouer à domicile. J'ai entendu le président de la commission de discipline dire que le huis clos en Corse, c'était pas possible parce que il y avait trop de risques, c'était la guerre civile assurée. Ça répond à la logique de mettre en avant la Corse et les Corses comme étant quelque chose qui est, je vais rester poli, différent. Les supporters resteront en Corse ce soir, pas la peine d'envenimer la situation, disent-ils. Le club leur mettra un écran géant à disposition à l'intérieur du stade pour qu'ils puissent encourager leur équipe à distance. À Ajaccio, Victor Delande, Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant. Notre invité sera la ministre des Transports, Elisabeth Borne.